when Alexander the Great was conquering the world, they established this Alexandrias. So I thought, if you want Bitcoin to spread all over the world, we should build some Alexandrias, right? So I thought, well, we should build the first Alexandria here in El Salvador. So actually, what I was going to present to you, Bitcoin City. Nous sommes le 25 novembre 2021. L'homme en casquette et sandales qui déambule sur la scène entre deux effets pyrotechniques et sous les applaudissements de fans en délire n'est ni un footballeur, ni une star du rock, c'est Nayib Bukele, le président de la République du Salvador. Pour vous situer, le Salvador, c'est l'un des plus petits États d'Amérique centrale. Un pays pauvre et en crise, qui s'est construit dans la douleur et plutôt discret sur la scène internationale jusqu'à il y a peu, avec l'arrivée de son nouveau président en 2019. Depuis, Nayib Bukele fait tout pour que le monde s'aperçoive enfin de son existence et il a frappé fort. Un mois avant de révéler le projet Bitcoin City, il propulsa le Salvador sous le feu des projecteurs de la cryptosphère du monde entier avec l'annonce surprise de l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle. Bon, il s'attirait aussi les foudres de toutes les institutions financières internationales, mais Nayib croit au Bitcoin. Il veut faire de son pays petit et pauvre en ressources un pionnier des crypto-monnaies, quoi qu'il en coûte, mais les défis auxquels doit faire face le Salvador ne lui laisseront pas la partie facile. Il y a du boulot. Avec un PIB par habitant inférieur à 5 600 $, un salaire moyen qui ne dépasse pas 400 $ par mois et une dette souveraine impossible à rembourser, le pays manque de tout et la population a perdu confiance, minée par l'inaction des gouvernements successifs face à la criminalité. C'est dans ce contexte tendu que Nayib arrive, des idées plein la tête pour rentabiliser son pays et tout le Salvador le suit. Pourtant, 2 ans et 3 mois après l'annonce du projet, aucune pierre de Bitcoin City n'a encore été posée. Et pire, il n'y a pas que la dette du Salvador qui pose de gros problèmes, il y a aussi le comportement de Nayib qui a beaucoup changé. Entre-temps, il s'est durci, jusqu'à franchir les limites de l'autoritarisme et violer sa propre constitution. Et les relations avec ses partenaires se sont tendues, en particulier avec les États-Unis, dont le Salvador dépend encore plus depuis l'adoption du dollar comme devise officielle en 2001. Aujourd'hui, je vous propose de traverser l'Atlantique jusqu'à San Salvador, la capitale, pour prendre un peu le soleil et surtout faire le tour de la situation. Je vous expliquerai ce qui s'est passé pendant les élections et nous verrons quels sont les projets de Nayib pour son 2e mandat. Enfin, nous essaierons de savoir s'il est l'homme de la situation, si, comme la population le pense, il pourra empêcher le Salvador de plier sous les déséquilibres macroéconomiques. Et tout ça avant que le premier habitant de Bitcoin City n'y pose ses valises. Voici donc à quoi ressemble la future ville de Bitcoin City, l'Alexandrie des crypto-monnaies. Une cité circulaire, construite à l'est du pays, en dessous de la ville de La Unión, sur les flancs du volcan Conchagua, son fournisseur officiel d'énergie. C'est le plus gros projet de développement régional lancé par le Salvador. Une ville complète, intelligente, pensée autour des technologies du futur, avec des quartiers résidentiels et d'autres réservés aux entreprises de minage de Bitcoin ou aux data centers. Les habitants y seront exonérés d'impôts. Ils trouveront à Bitcoin City des écoles et des magasins, comme partout ailleurs, mais aussi une énorme usine géothermique qui rend la ville indépendante en énergie et neutre en émissions carbonées. Le projet, récompensé par la plateforme internationale de design Loop, inclut aussi des hôpitaux, un musée de l'argent, une arène, un port flottant destiné à devenir l'un des plus importants de la côte ouest de l'Amérique centrale, un aéroport et en son centre, un monument à la gloire du Bitcoin. 9 milliards $, c'est le coût estimé de la construction de ce petit bijou d'architecture intelligente destiné à devenir la vitrine mondiale du Salvador en matière de savoir-faire géothermique et bien sûr de crypto-industrie. Le porteur de ce projet futuriste, c'est donc lui, Nayib Bukele. Le président du Salvador est jeune, doté d'une personnalité originale, provocatrice et rafraîchissante qui tranche avec celle de ses prédécesseurs. Il s'affiche volontaire, il est ambitieux, il sait parler aux foules. Dans un pays à majorité chrétienne, il est le fils d'un imam et homme d'affaires originaire de Palestine et d'une catholique, et il parvient à rassembler les deux camps. Il est aussi issu du privé, ce qui lui fait un point commun avec notre président à nous. Il a dirigé un moment l'entreprise familiale, Obernet, spécialisée dans les campagnes politiques, avant d'occuper la place de maire de San Salvador. Il se fait élire président en 2019, officiellement sans étiquette, sans représenter aucun des deux partis principaux qui se partagent la tête du pays depuis des décennies, avec des résultats qu'on connaît.
Il a alors 38 ans et il représente l'espoir. Dans un pays parmi les plus touchés par la criminalité et la corruption, il fera de la lutte contre les gangs qui terrorisent la population sa promesse de campagne numéro 1. Mais la façon dont il s'y prend surprend tout le monde et fait grincer des dents, puisque plutôt que de pourchasser les maras, il passe des accords avec eux. En parallèle, il crée aussi une commission de lutte contre l'impunité au Salvador et déclare aussi la guerre à la corruption des politiques. Rapidement, son plan de contrôle territorial de la criminalité donne de bons résultats. Le nombre d'homicides et d'agressions fonde littéralement et sa popularité atteint des sommets. Il faut dire que Naïb s'est battu pour faire adopter ce plan au sens littéral du terme. Le matin du 9 février 2020, il a fait irruption à l'Assemblée nationale avec 40 soldats armés, chargés de convaincre les députés de voter en faveur d'une demande de financement avant de quitter les lieux sous la colère des élus, mais pour mieux y revenir. Il a aussi fait révoquer 5 membres de la Cour suprême du Salvador et de la Cour constitutionnelle pour désigner lui-même leur remplaçant, ce qui lui sera utile plus tard, comme on va le voir. Enfin, il dissout la commission de lutte contre l'impunité quand il apprend qu'elle a découvert 12 affaires délicates impliquant des membres du gouvernement. Partout dans le monde, ces incidents ont été interprétés comme une tentative de coup d'État et la manifestation d'un caractère autoritaire. Mais pas au Salvador. La population lui renouvelle sa confiance et son parti, baptisé Nouvelle Idée, remporte une victoire écrasante lors des élections législatives de 2021. Naïb, libre de ses mouvements, se fait alors appeler le dictateur le plus cool du monde. Au début 2022, sous la pression des observateurs internationaux et de l'opposition, il met fin aux accords avec les maras et déclenche une vague d'arrestations qui va nécessiter la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, dont un immense parc de confinement du terrorisme, capable de recevoir autant de détenus que le Parc des Princes. Du plus fort taux de criminalité au monde, le pays bascule vers le plus fort taux de détention. En avril 2022, il complète son dispositif avec la loi Bayon, qui interdit à la presse de parler ou de diffuser les données sur les gangs pour ne pas affoler la population. Quand les ONG s'inquiètent des conditions de vie dans les super-usines à prisonniers qui accueillent des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, parfois au terme de procédures bâclées ou arbitraires, Naïb bandit ses chiffres et répond que le taux de criminalité a chuté de 36% en 2018 à 6,8% en 2023. On dit alors de lui qu'il est une menace pour la démocratie. Entre autres critiques, ses prises de position anti-mariage gay ou anti-avortement ternissent son image de jeune cadre dynamique. Et puis certes, les Salvadoriens sont plus en sécurité, mais ils sont toujours pauvres. Et pire encore, l'extrême pauvreté a doublé depuis 2019. On lui reproche de ne pas avoir de politique économique claire, ni d'objectifs sociaux concrets, et de s'être laissé aveugler par son succès dans sa lutte contre les gangs. Mais Naïb est sûr de ne pas se tromper. Selon lui, c'est le crime le vrai responsable de la pauvreté du pays. Il y a assez d'argent pour tout le monde quand personne ne le vole, nous dit-il. Et des projets pour développer son pays, il en a plein. Pour se lancer sur la voie du développement et favoriser son inclusion dans le système financier mondial, il a choisi les crypto-monnaies et mise tout ce qui lui reste dessus, espérant faire du Salvador le Greenwich de la planète Bitcoin. Le Bitcoin, c'est l'avenir. Depuis le 7 septembre 2021, le Salvador achète régulièrement des bitcoins et a déclaré la crypto-monnaie devise officielle à côté du dollar. C'est le premier pays à prendre ce genre de mesures. À l'heure où je prépare cette vidéo, il détient plus de 2800 bitcoins achetés à un prix moyen de 40 000 $ pour un montant total de 128 millions de dollars. Évidemment, les réactions ne se font pas attendre, à commencer par la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international qui implorent Naïb de revenir sur cette décision et menacent même de suspendre les financements. Mais il s'obstine et les commerces sont invités à faire comme le Trésor public salvadorien et accepter les paiements en bitcoin. Mais Naïb se heurte au mur du FMI. L'institution a finalement mis sa menace à exécution et lui refuse un prêt d'1 milliard de dollars destiné au déploiement du bitcoin sur le territoire. Ce n'est certainement pas ça qui va l'arrêter. En réponse, Naïb invente l'obligation souveraine libellée en bitcoin, grâce à laquelle il espère lever quelques milliards destinés à financer la transformation du pays. Mais ça ne suffira pas. Le développement du Salvador réclame énormément d'argent et dans un tel contexte, il lui faut multiplier les sources de financement et en trouver de nouvelles. Et comme tant d'autres avant lui, c'est vers la Chine qu'il regarde. Il faut dire que depuis 2018, le Salvador a rompu les liens avec Taïwan au profit de la Chine et qu'il bénéficie depuis d'un flux croissant de capitaux chinois. Pour couronner le tout, les deux pays réfléchissent à un accord de libre-échange depuis novembre 2022 et ça, vous imaginez bien que ça ne plaît pas du tout aux partenaires historiques, les États-Unis. Les relations entre l'oncle Sam et le Salvador datent de la création du pays en 1863.
Très vite, les États-Unis sont intervenus et ont apporté au Salvador une aide en matière de promotion de la démocratie et d'inclusion sur la scène internationale, de la sécurité des personnes, de la lutte contre le crime via un important soutien économique, logistique et financier. Évidemment, ce n'est pas seulement par bonté d'âme. Le but était surtout de limiter l'immigration irrégulière et de développer le commerce. Aujourd'hui, et depuis les années 80, l'Amérique est toujours le partenaire commercial numéro 1 du Salvador, qui exporte 40% de sa production et importe 30% de ce qu'il consomme en 2022. C'est aussi le pilier monétaire du pays depuis 2001, quand face à une crise de liquidité inédite, il a abandonné sa propre devise pour adopter le dollar américain. Et 20 ans plus tard, en particulier depuis l'annonce de l'adoption du Bitcoin, les relations avec l'Amérique se sont considérablement tendues. Naïb ne cache pas sa volonté de mettre fin à la dépendance de son pays envers les États-Unis. Le Bitcoin pourrait aider le Salvador à se dédollariser et à voler de ses propres ailes. Dédollariser, un mot qui sonne juste à l'oreille du président chinois et de l'Alliance des pays du Sud qui se sont lancés dans la même aventure. Mais sur quoi s'appuyer pour construire le Salvador du futur, le Salvador indépendant des USA, la puissance technologique de demain? Le Salvador est un petit pays, plus petit que la Bretagne. Il habite 6 300 000 habitants, et c'est 2 fois plus qu'en Bretagne, ce qui fait de lui le plus densément peuplé d'Amérique centrale. Jusqu'à la fin du siècle dernier, il a essentiellement tiré ses ressources de sa production agricole, qui représente toujours plus ou moins 10% de son PIB actuellement. Café et cacao occupent une grande partie des surfaces cultivées du pays, mais pas autant que la canne à sucre, le maïs ou le sorgho, et la crevette d'élevage du Salvador a aussi envahi les étals de toutes les poissonneries d'Europe. Mais l'économie du pays est essentiellement portée par le secteur des services, transports et communications pour l'essentiel, qui fait travailler plus de la moitié de la population. Le taux de chômage est bas et ne dépasse pas 5%, mais la population active est réduite, à peine 2,5 millions de travailleurs qui perçoivent un salaire moyen mensuel de 385 $. 2,5 millions, c'est aussi le nombre de ressortissants du Salvador qui vivent aux États-Unis ou dans le reste de l'Amérique centrale. Les fonds que cette diaspora fait entrer dans le pays représentent près de 13% du PIB en 2022. Enfin, le pays dispose d'infrastructures industrielles, des usines textiles principalement, les maquiladoras, et un secteur de la confection qui s'exporte facilement, mais c'est à peu près tout. Le tourisme a longtemps été pénalisé par la criminalité, et si le Salvador ne manque pas de ressources archéologiques et touristiques, sa réputation ne l'aide pas à attirer les visiteurs. Il n'a pas non plus de ressources naturelles exploitables en quantité suffisante pour lui faire changer de statut économique. Il y a bien un peu de plomb, de fer et de cobalt, mais pas de pétrole ni de gaz. Il importe tout ce qui lui manque, des hydrocarbures, des médicaments ou de l'électronique. Il est dépendant du cours des matières premières et affiche depuis des lustres une balance commerciale structurellement négative. De près de 10 milliards de dollars en 2022, c'est presque un tiers de son PIB. Un autre indicateur qui se trouve en déficit chronique, c'est le budget de l'État. Malmené pendant la crise sanitaire qui a paralysé les États-Unis, et donc le Salvador avec, les dépenses publiques ont explosé pour atteindre 5% du PIB et on a frôlé le défaut de paiement à plusieurs reprises. Sommet de remédier à la situation par ses créanciers, FMI en tête, difficile dans ces conditions de construire de nouvelles infrastructures ou de lancer concrètement les projets chers à Naïb. La dette publique, elle, est en baisse. Elle passe de 89 à 81% du PIB entre 2020 et 2023, mais c'est la seule bonne nouvelle. Tous les autres fondamentaux du pays, au mieux, font du surplace, au pire, se dégradent fortement. Sur le plan social, le Salvador reste désespérément pauvre. Les populations manquent toujours d'une éducation de qualité et encore 10% des Salvadoriens ne savent ni lire ni écrire. Au moins la moitié de la population vit en stress alimentaire et l'espérance de vie qui a progressé non-stop depuis les années 80 recommence à baisser depuis la crise sanitaire. Le pays manque cruellement de tout, l'État dépense trop, les investissements étrangers sont trop faibles, pas facile de se tirer de ce pétrin. C'est pourtant ce que compte faire Naïb, qui a choisi une ressource immatérielle et originale pour réformer l'économie de son petit pays. Avec Bitcoin City, il espère attirer les aficionados et les géants de la tech mondiale, et il n'a pas d'autre moyen que d'essayer de capter leur Bitcoin ni sonnant ni trébuchant pour réaliser ses projets. L'ennui, c'est que pour le moment, tout est au point mort, et la raison, c'est que le Bitcoin n'intéresse pas grand monde. Il faut bien se rendre à l'évidence. Malgré tous les efforts déployés par Naïb Bukele, les Salvadoriens ne semblent pas avoir été convaincus. Seulement 0,8% des transferts de la diaspora en 2023 ont été réalisés en Bitcoin. Et alors que 70% des Salvadoriens n'ont pas de compte bancaire, ils ne sont que 12% à avoir utilisé le Bitcoin pour au moins une transaction cette année. C'est évidemment très en dessous des prévisions. C'est d'autant plus contrariant pour Naïb que c'est de l'adoption du Bitcoin par la population que tout dépend.
Comment convaincre les investisseurs de participer à la construction de son paradis pour crypto-fans, qui de fil en aiguille conduira son pays sur la voie du succès si le pays lui-même n'y croit pas? Il n'y a toujours rien à attendre du côté du FMI qui reste ferme et bloque les financements, pendant que les comptes de l'État se vident dangereusement. Pas question de libérer le moindre dollar tant que la folie du président salvadorien ne se sera pas calmée et les signaux qu'il vient d'envoyer ne plaident pas en sa faveur. Nayib Bukele vient d'être réélu président du Salvador pour un second mandat, à l'issue d'une campagne controversée et en contradiction avec la Constitution. Mais pour la plus grande joie des Salvadoriens, qui l'ont une nouvelle fois soutenu massivement pour son action contre le crime. Cette performance a été rendue possible grâce à un jugement rendu en sa faveur par la Cour constitutionnelle, qui l'a contribué à réformer, souvenez-vous. Depuis décembre 2022, il achète un bitcoin par jour et il se lance maintenant dans une nouvelle campagne de communication, alors que le bitcoin rebondit fortement au-dessus des 40 000 $. À l'heure où je prépare cette vidéo, on est à 62 000 $. Une remontée qui tombe à point nommé pour encourager le mouvement. Pour la première fois, le portefeuille Bitcoin du Salvador affiche une performance positive de 1,5%. Il n'en faut pas plus à Nayib pour le conforter dans ses choix, toujours aussi convaincu que le Bitcoin c'est l'avenir, d'autant plus que les États-Unis font aussi marche arrière, avec une annonce surprise de la SEC, le gendarme de la bourse, qui s'apprête à autoriser des ETF en Bitcoin, une décision qui pourrait faciliter l'émission des Bitcoin Bonds. Mais alors qu'il renouvelle l'engagement de son pays dans la voie audacieuse qu'il a choisie, l'économie salvadorienne continue de stagner et se retrouve de facto privée de son principal créancier. Le pari est osé, et une question demeure. Nayib est-il vraiment cet homme providentiel capable de conduire ce petit pays vers des horizons grandioses? Ou bien ses décisions vont-elles le mener tout droit vers encore plus de dépendance et d'instabilité? Il va devoir convaincre. Et vous, plutôt anti ou pro-Nayib? Dites-moi dans les commentaires si l'envie vous démange de tout abandonner pour partir vivre dans la future mégapole du Bitcoin, ou tout simplement si vous y croyez.